Salam alaikum, tout le monde. Ah, alhamdulillah, ça fonctionne. Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va bien ton frère? Ça va, alhamdulillah. Machallah, on a eu du mal à savoir, hein. Non, ça va, Ça va, Akhi, Bikhair? ça va. Ça va, alhamdulillah. Donc, moi, je vais me présenter. Comme moi, je te suis, mais toi, tu me connais pas beaucoup. Moi, je suis Mohamed Lamine. J'ai 32 ans. Je fais la Hijra depuis l'année 2010. On entend un écho, je crois. Ouais, on entend un écho. C'est mes écouteurs ou c'est. Peut-être c'est mes écouteurs, hein. Attends, Les écouteurs, ça fait beaucoup. Il n'y a plus d'écho. J'entends pas de retour, non? Ouais, c'est bon, ouais, je pense que c'est bon. Ouais, c'est très bien. Et si, je crois que toujours, hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'entends pas. Ah ouais, moi j'entends. Ceux qui suivent, vous entendez un écho ou pas? Non, je crois que c'est bon. Donc, ouais, moi je dis que moi j'ai fait la Hijra depuis 2010. J'étais en Égypte. Après, j'étais au Yémen. Après, je suis reparti en Mhm. Égypte. Et après, Ouais, t'as voyagé, hein. ouais, ouais, ouais. Après, c'était un peu du Golfe. Je tournais un peu dans les pays du Golfe et tout. Et là, ça fait 7 ans que je suis, 6 ans, bientôt 7 ans que je suis au Maroc, à Tanger. Mhm. J'ai une page cet Insta. Je fais des vidéos sur plein de sujets socioculturels et dont je fais beaucoup de live sur live. J'en ai fait sur plusieurs pays, hein. Le Maroc, je suis au Maroc, on a fait sur les Émirats, on a fait le Sénégal, on a fait le Pakistan, la Tanzanie. Et un pays qui est revenu souvent, donc c'était la Turquie. On a beaucoup demandé la Turquie. J'ai Ouais, mon c'est beau, normal, hein. Ouais. ouais, j'ai mon beau-père, il est turc, le mari de ma sœur, et ils Hmm. vivent au Maroc. Mais ils sont intéressés pour rentrer en Turquie. Ouais, c'est normal, hein. La Turquie, c'est. Turquie Janet, comme ils disent les Turcs. Turquie, c'est un très beau pays. Ah ouais, moi, là, j'ai fait beaucoup d'escales en Turquie, mais malheureusement, jamais allé. Donc, moi, ça me fait un peu un bras. Bon, c'est pas grave. Il y a eu quelques questions. Attends, je vais regarder si je les vois. Ouais, ouais, il y a eu des questions. Les gens, ils ont posé. Donc, je vais te les poser. Mais déjà, au début, je te laisse te présenter. Pour ceux qui vont voir la vidéo, qui Hmm. ne connaissent pas, etc. Salam alaikum à tous. Moi, je suis Daoud Pacha. Donc, je suis un citoyen français, entre guillemets.
donc qui habite en Turquie depuis 2019 maintenant. Alors, moi, j'ai un parcours universitaire, hein, je suis diplômé d'histoire. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été contre les gens qui disent de faire hijra. Ah ouais? C'est non, mais c'est vrai. Mais c'était pas contre le principe de la hijra, tu as pas le droit d'être contre la hijra. Mais c'est que très souvent, les gens qui disaient de faire la hijra, ils étaient dans une optique de on quitte la France et voilà, il n'y avait pas un projet en fait, c'était juste quitter la France. D'accord. Et moi, j'ai toujours cette idée-là en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait hijra pour quelque chose, il l'a pas fait pour être tranquille, Mhm. pour qu'il prie dans son coin. Et donc, j'étais beaucoup investi dans la communauté musulmane en France, notamment dans l'enseignement. J'ai participé donc à de nombreux projets d'écoles privées musulmanes en France. Et j'ai mené aussi un petit peu une activité de sensibilisation sur l'histoire des musulmans pour que les musulmans se réapproprient leur histoire. Et puis, je sentais qu'en France, ça devenait très dur. Alors, quand on dit dur, c'est à relativiser. Il y a pas de, on te frappe pas, on t'insulte pas. Enfin, quoique des fois on t'insulte, mais on te fait ressentir que tu es pas chez toi, tu as pas une liberté, tu es constamment obligé de brider tes opinions parce que sinon c'est choquant. Alors que des personnes d'autres confessions, quand elles vont dire la même chose, c'est pas choquant. Et On l'a pour encore moi qui vu. suis français, On l'a encore vu là avec le prêtre là, qui a dit que exactement. Eh bien, ça, voilà, ça exactement. Et ça, c'est un exemple qui est frappant d'ailleurs. Et quand on, quand on se sent étranger dans son propre pays, on se regarde, est-ce que c'est vraiment notre pays en fait? Vu que, voilà, moi j'ai quand même, mes parents, enfin, mon père était dans l'armée, mon grand-père a fait l'armée aussi, militaire de carrière, mon arrière-grand-père était résistant, puis finalement, les enfants de ceux qui se sont planqués en parente, ils vont vous dire, retourne chez toi. C'est à dormir debout. Et j'ai fait dans mon cursus personnel, j'ai beaucoup, on va dire, beaucoup étudié la question des minorités en Europe. Déjà, dans mon cursus universitaire, c'était revenu la question des minorités. Mhm. Et j'ai voyagé de par le monde dans des endroits où les musulmans ils sont présents en termes de minorités. J'ai voyagé en Inde. Et savoir que l'Inde, c'est une ancienne puissance musulmane, et aujourd'hui les musulmans sont en situation de minorité. J'ai voyagé en Amérique latine, notamment au Brésil, en Argentine, en Bolivie, et des pays où les musulmans ont immigré il y a 100 ans, il y a un siècle. Et j'ai beaucoup fréquenté les milieux anglais aussi. Et j'ai essayé de me faire une, comment on appelle ça? Euh, Pas une raison, mais j'ai essayé avec tous ces exemples-là, qu'est-ce qui est mieux pour les musulmans d'Europe? Alors, depuis les années 2010, je fréquente la communauté et ça a été un déclic pour moi parce que la communauté turque, c'est quand même la plus grande minorité d'Europe. Il y a 8 millions de Turcs en Europe. Mhm. Ils ont une unité géographique parce que eux, ils disent pas l'islam de France, l'islam de Pologne, l'islam de Belgique, c'est l'islam d'Europe. Pour eux, c'est la même chose. Et toute leur structure, c'est pyramidal, ça part de l'Europe. Donc, effectivement, le plupart du temps, c'est en Allemagne. Et après, il y a des ramifications au niveau local. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut s'inspirer du modèle turc. Et jusqu'à ce que je me suis retrouvé en Turquie, en fait. D'accord. Et Et tu vis dans quelle région de France pour être proche du cœur comme ça? moi, j'ai grandi à Dijon. J'ai grandi à Dijon. D'accord. Et après, je me suis installé en Alsace pendant presque une dizaine d'années. Et après, je me suis installé en Turquie. D'accord. Ouais, en Alsace, il y a beaucoup, comme tu parles de l'Allemagne, je pense qu'il y a beaucoup de Turcs là-bas. Il y a beaucoup de choses, mais il y a une autre mentalité en fait. L'Alsace, c'est pas, comment dire, l'Alsace, il y a toujours eu ce qu'ils appellent là-bas l'humanisme rhénan. Il y a un accueil des minorités il y a un respect surtout des minorités, une tolérance très forte. Et ça, on le voit tout de suite, hein, on le voit dans les autorités. C'est la seule région de France où j'ai vu les pouvoirs publics traiter à égalité les musulmans avec les non-musulmans. Voilà, j'ai fait partie de certaines instances, j'ai fréquenté beaucoup les CFC, les CRCM, et j'ai vu là-bas, et
J'étais étonné. Franchement, l'Alsace, j'ai un très bon souvenir de l'Alsace. Et voilà. D'accord, bah c'est bien. Sinon, Bah, tu pour je revenir voulais. à l'Alsace, parce que c'est important, Mhm. moi, quand je suis installé en Alsace, pardon, quand je suis installé en Turquie, à la base, je comptais pas rester, en fait. Moi, dans mon idée, l'idée que je m'étais faite, c'était que voilà, la minorité la plus forte en Europe, c'est les Turcs. Si je veux que mes enfants puissent avancer sans souffrir de ce qu'on appelle le trauma post-colonial, on retrouve beaucoup chez les populations qui sont issues de l'immigration, pour qu'ils puissent avoir des outils et puis pour qu'ils puissent avoir une mentalité de mentalité d'égal à égal vis-à-vis d'autrui. Je me suis dit, ben, on va aller en Turquie, on va passer 2, 3 ans là-bas, ils vont prendre la mentalité, ils vont prendre la langue, et quand ils rentreront en Europe, et ben après, ça sera plus facile pour eux. Mhm. Ça sera plus facile pour eux, et ils pourront avoir une vision européenne. Parce que c'est important d'avoir une vision européenne. Bon, c'est pas le sujet, hein, mais Mhm. c'est important d'avoir une vision européenne des choses, parce que finalement, les musulmans en France, les musulmans en Pologne, les musulmans en Angleterre, les musulmans en Belgique, ont tous le même problème. Donc, quand chacun il essaie de résoudre ses problèmes dans son coin, ben, ça s'appelle la division, en fait. Donc, voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que courant 2019, alors je sais que pour beaucoup c'est anecdotique, il y a une loi qui est passée, c'est la loi Gattel. La loi Gattel. Alors la loi Gattel, pour ceux qui ignorent ce que c'est une loi qui a été faite pour restreindre l'ouverture des établissements privés musulmans. Et d'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Blanquer, l'avait dit à l'époque, il a dit on a fait une loi pour leur empêcher d'ouvrir des écoles et on va refaire une autre, sous-entendu celle du séparatisme qui est sortie récemment, pour fermer celle qui existe déjà. Et alors là, pour moi, c'était un déclic, c'est dans ma tête, c'est bon, il n'y a plus de retour. Pourquoi? Parce que nous, les musulmans en Europe, on peut souffrir, on peut se faire blâmer, on peut avoir des discriminations, on peut même prendre nos droits, on peut sucrer nos allocs, on peut subir des choses. Mais la ligne rouge à pas dépasser, c'est l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles d'un feu ardent. Comment tu peux préserver tes familles d'un feu ardent quand si tu veux, ton droit à éduquer les enfants comme toi tu l'entends. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup, dès que cette loi elle est passée, et je me suis dit, je suis parti au bon moment. Mhm. Et voilà. Donc Ça fait plein puis de j'ai fois. ouvert un groupe sur WhatsApp, pas sur WhatsApp, sur Facebook. C'est un groupe émigré en Turquie. Donc on donne des conseils pour les gens qui veulent s'installer. Et les gens qui me suivent sur Facebook, ils peuvent avoir un aperçu de la vie en Turquie. Voilà. C'était une présentation un peu longue, hein. D'accord, là, Je non, m'excuse de tout ce c'est que tu vas introduire. c'est ce qu'on a besoin. Et du coup, tu arrives en Turquie en 2019. Est-ce que tu as Hmm. bien été accueilli par le peuple turc? Est-ce que c'est un peuple accueillant? Est-ce que tu te sens comme chez toi? Et est-ce que par rapport à tes enfants, bah, t'as pu trouver ce que tu as cherché et comment ils n'ont pas ce traumatisme post-colonial, etc., vis-à-vis du peuple turc? Alors, franchement, l'accueil que j'ai reçu en Turquie, c'est un accueil qui est, comment on peut dire ça? C'est pas non plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient à Médine, tu vois. Mais j'ai été bien accueilli. J'ai jamais été rejeté nulle part. Euh, Moi, par exemple, j'ai des difficultés. Je parle pas encore bien le turc. Pourquoi? Parce que moi, je travaille avec l'étranger. Donc, je travaille pas dans la rue. Je fréquente pas les Turcs 10 heures par jour, 10 ou 12 heures par jour. Donc, du coup, mon niveau de turc, il reste malgré tout assez faible. Mais jamais on m'a fait des remarques. Jamais on m'a dit, t'as celui-là, il sait pas parler. Jamais on m'a fait des reproches. Jamais on m'a. Non, au contraire. Ça se passe très bien. Moi, j'avais entendu des choses. Oui, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ça va être. J'ai pas vu, j'ai rien vu de tout ça. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les commerces, que ce soit le voisinage, les gens que je croise dans la rue. Non, c'est le peuple turc, c'est pas quelqu'un qui rentre dans tes affaires, tu vois, qui est là, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, etc., etc., etc. Alors après, c'est vrai, je suis français, ça joue. C'est vrai que si j'aurais été d'une autre nationalité, peut-être que ça serait passé. Je sais pas. Mm. En tout cas, nous, on n'a jamais senti ça. Tu as posé la question des enfants. Moi, je vais te faire très court, hein. Mes enfants, ils sont arrivés en Turquie un 28 juin. 40 jours plus tard, ils étaient dans le public. Et je les ai pas mis dans une école française parce que je voulais qu'ils s'imprègnent de la mentalité. Puis de toute façon,
les écoles françaises, tout le monde sait, en tout cas ceux qui sont à l'étranger, savent que c'est la France, mais à l'étranger. Hmm. Donc, on ne fait pas la France pour mettre ses enfants en France. Ouais, ben, Et voilà. Et ça, il faut savoir, hein, les écoles françaises à l'étranger, le hijab, il est interdit, laïcité, machin, la France, le plus beau pays du monde, etc. Ça, il faut savoir. C'est pas pour apprendre le français seulement, c'est ah, pour ben, que le cerveau, voilà. c'est une croyance qu'il leur imprègne une croyance. Ouais, on peut appeler ça une croyance parce que celui qui croit pas à ça, il est vu bizarrement après. Et c'est effectivement, le terme croyance, il n'est pas exagéré. Et donc, les gamins, ils sont allés à l'école. Alors, effectivement, les premières semaines, c'était un peu difficile pour eux parce qu'ils parlaient pas la langue. Puis les gamins, c'est cruel entre eux. Des Ouais, fois, on a tous les gamins, on sait ce que c'est. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Les profs ont été derrière. Le directeur a été derrière. Ils ont eu ni traitement de faveur, ni brimade. J'ai même mon fils qui a été délégué de classe ah ouais, toute l'année. Et non, non, il y a vraiment, ouais, aucun souci par rapport à ça. d'accord. C'est la maîtresse d'un de mes enfants. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une vision assez large parce que j'ai des enfants de tous âges. Donc j'ai pu voir le collège, j'ai pu voir la maternelle, j'ai pu voir la primaire. Ça a tous été la même chose. D'accord. On a des fois des profs qui nous invitent manger à la maison, Carrément. etc. Non, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, non. Très sérieusement. Donc, Et les Turcs, ils sont très accueillants, là. non, ils sont accueillants. Après, ils sont accueillants, mais comme je dis toujours, tout est question d'intention. Celui qui vient en Turquie et que son intention, c'est d'être fermé, qui est méprisant, comment dire, qui vient là que pour l'argent, bah, ces gens-là, ils risquent de pas l'aimer, cette personne. Hmm. Mais une personne qui vient avec un cœur, et un safi, un cœur ouvert vers les autres, un cœur qui est pas méprisant, un nez qui va de l'avant, il est très très bien reçu. Ça, il y a aucun souci par rapport à ça. D'accord. Bah, je vais te poser les questions qu'il y avait. Bah, déjà, ce serait combien le budget pour s'installer, bon, pour vivre en Turquie et pour s'installer aussi, une personne, une famille standard, les parents et trois enfants. Alors avant de s'installer, il y a un travail psychologique à faire. Mhm. Moi, je le dis aux gens, tout le monde n'est pas fait pour vivre en Turquie, hein. Parce que moi, par exemple, ça s'est très bien passé parce que moi, j'ai une mentalité qui est un peu comme les Turcs de base. D'accord. Ce qui fait que j'ai pas eu de dépaysement. Des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais tu as fait un effort d'intégration. Moi, j'ai pas fait d'effort d'intégration. Je suis naturel et mon naturel, il convient à la mentalité turque. Donc, j'ai pas fait d'effort d'intégration en fait. Et par contre, il y a des personnes qui peuvent se sentir gênées vis-à-vis des manières d'être des Turcs. Et donc, tout le monde n'est pas fait pour vivre en Turquie. Moi, je conseille à toutes les personnes, avant de se lancer dans un projet comme ça, c'est déjà de partir sur place pour voir si on se sent bien dans ce pays. Ça, c'est très important, hein. Ça, c'est très, très important. Euh, Parce que c'est primordial. Si vous mettez un projet et que finalement, au bout de 3 mois, vous dites, ah, mais qu'est-ce que je fais là en fait? C'est n'importe quoi. Voilà, vous avez des enfants, vous avez des familles, et puis quand on part, il faut revenir, il faut tout reconstruire. Donc il faut bien réfléchir à ça, à ces questions-là. Moi, j'avais un avantage, c'est que j'avais fréquenté les mosquées turques quand j'étais en France. Je connaissais un peu la mentalité. Euh, J'avais pu aller aussi plusieurs fois en Turquie avant. Donc, j'étais pas dépaysé, en fait. J'étais pas dépaysé. Donc, moi, je recommande d'aller aux personnes qui veulent s'installer en Turquie. Avant toute chose, avant de parler de l'argent, combien ça coûte, allez en Turquie. Mais pas la Turquie touristique, là, sous Talamet, tu prends des selfies devant Hagia Sophia. Pas cette Turquie-là. Promène-toi dans les rues. Ah oui, ça, c'est trop, ça, ça, c'est pas la vraie Turquie, ça, c'est la Turquie du tourisme. Non, voilà, promène-toi, élève-toi un peu, va dans des villes, regarde comment les gens, ils sont. Prends la température avec ta femme, qu'est-ce que ta femme elle en pense, tes enfants, comment ils se sentent, etc. Il faut vraiment faire ce travail-là parce que quand on dit qu'on s'expatrie, ben, dans expatrie, il y a ex, tu vois, ex. Donc, ça veut dire avant, c'est avant. Ah ouais. T'es censé faire une fois en fait, C'est tu vois. l'ex-patrie, C'est ça. Non, mais c'est c'est ça. comme ton ex-femme. Euh, il faut, tu vois, il faut se mettre dans cette optique-là. Faut pas partir pour partir, hein. Moi, je suis pas.
j'appelle pas les gens à partir pour partir parce qu'après ils regrettent, après ils reviennent. Et, non, et quand ils reviennent, ils retiennent que les points négatifs. C'est normal, hein, parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Et après ils disent à tout le monde, non, partez pas, c'est comme si, c'est comme ça. Donc non, faut partir intelligemment, c'est-à-dire prendre la température, voir si on se sent bien. Et si vous vous sentez bien, ben tant mieux. Normalement, on se sent bien en Turquie, hein. Et normalement, on se sent bien. Pour le budget environ, alors, pour celui qui a fait une bonne préparation. En termes de budget, alors, moi j'ai envie de te dire, il y a tous les budgets. Déjà, il faut savoir si on part avec de l'argent sur place ou pas. Ça, c'est une bonne question parce qu'il y en a, ils partent, ils ont rien dans les poches. Il y en a, ils partent, ils ont un peu d'argent de côté. Pour vivre sur place, il faut compter pour une famille de 2 personnes, c'est-à-dire 4 personnes, hein, 2 enfants, 2 adultes. Il faut compter pour être à l'aise. À l'aise, il faut compter 800 euros par mois. Mais t'es à l'aise, tu es bien. Et en fait, on peut pas comparer parce que le cadre de vie, il est totalement différent. Par exemple, en Turquie, pour 150 euros par mois, tu vas avoir un appartement qu'en France, tu toucherais à 1500 euros par mois. Combien? 1500. Mais non! Bah, écoute, un appartement neuf, avec du marbre partout, avec femme de ménage, avec la cuisine équipée en granit, en plein centre-ville. Tu me dis si tu trouves en dessous de moins de 1500 euros en France, hein. Moi, j'en ai pas trouvé, hein. Tu vois, j'ai pas trouvé. Femme de ménage, etc. Pour le bâtiment. Non, femme de ménage, c'est-à-dire dans la cage d'escalier. D'accord. Mais voilà, en Turquie, c'est possible pour 200 euros. Allez, on va monter jusqu'à 220. 220 euros, tu es dans des résidences privées avec piscine, avec le hammam, avec ton jacuzzi, pour 220 euros par mois. Donc, il y a tous les budgets. C'est moins cher qu'au Maroc. Hein? C'est moins cher qu'au Maroc. Bah après, ici, on a un avantage. Ici, c'est que c'est un pays de construction. On est le premier producteur, ou le troisième, on est dans les 3 premiers, des producteurs mondiaux de ciment. Le fer, on est des producteurs de fer. Le fer qu'ils mettent dans les bâtiments. En France, moi, je voyais, il était toujours rouillé. Ici, j'ai jamais vu les tiges de fer rouillées. Elles sont fraîches. Elles sortent de l'usine. On a du marbre à gogo. La chambre, c'est pas cher, apparemment. Ah bah oui, le marbre. Tu veux marbrer ta maison, ça peut te coûter 7 euros le mètre carré. En France, 7 euros le mètre carré, ils te mettent un carrelage de brico dépôt, tu vois. Donc c'est le marbre d'un côté, tu as le brico dépôt de l'autre. Donc ah oui, on peut pas comparer en fait. C'est-à-dire, même moi aujourd'hui, par exemple, on va dire avec 800 euros par mois, si je devais retrouver le mode de vie que j'ai en France, il me faudrait 3 500 euros par mois. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en Turquie, bah déjà, les écoles musulmanes, elles sont gratuites parce qu'elles sont publiques. Donc, tu payes pas. En France, quand tu as 2 enfants, tu fais comment? Ça coûte 300 euros par mois, 400 euros par mois. T'es pas satisfait parce que des fois, il y a du bricolage, on va pas se mentir, hein. Et puis, en plus, tu peux pas les ramener. Faut que c'est toi qui le ramènes, toi qui ailles le chercher, la cantine. En Turquie, 2 enfants au collège. Tu bouges pas de chez toi, hein. C'est ce qu'ils appellent le service. C'est-à-dire, c'est une camionnette, c'est un service, quoi. C'est le service qui les ramène, le service qui les prend. Ils mangent à la cantine. Et à la cantine, ils ont la soupe, ils ont le riz, ils ont, ils mangent bien. Pour 2 enfants, tu t'en tires pour 100 euros par mois. D'accord. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après, en termes de nourriture, ici, on a un gros pays agricole. Donc, ça coûte rien du tout, hein. Là, par exemple, enfin, quand je dis rien du tout, ça reste un coût, mais je veux dire, en France, par exemple, on peut plus se permettre de manger des fruits et légumes comme on veut, ça coûte très cher. Ouais, les fruits et légumes. Ça coûte cher en France maintenant, malheureusement. N'importe où, il y a 15 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Ça coûte très cher de manger des fruits et légumes de qualité. En Turquie, c'est un pays d'agriculture. On a toutes les saisons ici. Donc on a des grenades. Là, c'est la saison des grenades. On a les grenades là, actuellement, elles sont à 40 centimes d'euros le kilo, des grosses comme ça. On a la saison, les oranges, elles commencent à arriver aussi. On a les citrons. On produit nos propres avocats. On produit nos propres bananes. C'est-à-dire, nous, quand on mange des bananes, elles viennent pas de Martinique, tu vois. Elles viennent de 300 kilomètres d'ici. On mange des bananes locales. N'ont pas été traitées, machin, stockées 2 mois dans un bateau, etc. Donc on mange bien. On mange bien. Alhamdoulilah, on mange bien. Alors, la viande est un peu chère.
Ben après, c'est le principe de la viande, hein. À la base, la viande, ça coûte cher. Nous, en France, on a du mal à le comprendre parce que on est un pays qui exporte de la viande, donc tout est fait pour l'exportation, etc. Les prix sont traînés vers le bas. Tous les 2 jours, on a un agriculteur qui se tire une balle dans la tête. On dit, machallah, la viande, elle est à 5 euros. Mais à la base, la viande, elle est censée être chère. Et donc, la viande, elle est un peu chère. On va dire entre 7 et 12 euros le kilo. J'ai pas vu une viande qui dépasse 12 euros le kilo. Ouais, Et 12 c'est euros. le même truc au Maroc. Au Maroc, ça va Ouais, voilà. être Après, les morceaux de 12 euros, c'est des morceaux qu'en boucherie en France, tu les payes. En fait, je dis 12 euros. Toi, par exemple, l'entrecôte. L'entrecôte en France, ça vaut 36 euros, 40, entre 36 et 50 euros le kilo. En Turquie, ça vaut 9 euros le kilo. Donc, c'est cher par rapport au coût de la vie d'un Turc lambda. Mais pour quelqu'un qui vient de France, c'est donné. c'est quoi le salaire moyen d'un Turc? Alors, le salaire moyen, faut jamais se fier au salaire moyen, parce que dans le salaire moyen, tu prends le milliardaire, tu prends celui qui a zéro, tu fais la moyenne, ça fait 1,5 million. Donc il y a ce qu'on appelle le salaire médian. Le salaire médian, donc c'est, c'est plus équitable en fait dans le calcul. Ils estiment en Turquie que ça c'est pas moi, hein, c'est les données économiques, que le salaire médian d'un foyer turc, donc c'est-à-dire l'homme et la femme, c'est 850 dollars par mois. 850 dollars par mois. Voilà. Après, le SMIC, il est bas. Le SMIC, il est très bas. Et de toute façon, vivre au SMIC, c'est impossible en Turquie. On ne peut pas vivre au SMIC. Les gens qui sont au SMIC, c'est les gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont tout seuls, des gens qui sont mariés, etc. Ils ne restent pas dans une condition du SMICard. Et il y a un énorme turnover. C'est des formats, c'est des métiers, les gens, ils ne restent pas. Et donc ça, il faut savoir. Après, moi, comme je dis à toutes les personnes qui veulent s'installer en Turquie, il faut pas venir dans sa tête, je vais venir en Turquie, je vais trouver un travail. Tu peux rentrer, tu peux rester, c'est mieux, parce que tu vas être dégoûté. Déjà parce que le rythme de travail en Turquie, c'est pas le rythme de travail de la France. En France, on est habitué aux 35 heures, au RTT, la pause réglementaire tous les 6 heures. En Turquie, en Turquie, c'est 48 heures par semaine. Alors c'est 48 heures cool, avec tu bois du thé à volonté, etc. Mais c'est quand même 48 heures, c'est beaucoup. Après, Euh, c'est comme dans les pays anglo-saxons, hein. Ça, c'est en France, c'est spécialement en France, c'est comme ça, mais en Angleterre, c'est 44 heures, 42, 48 heures aussi. c'est ça. Ensuite, le SMIC, il est bas. Et le patronat turc, on va pas se mentir, hein, il paye au lance-pierre, hein, très clairement, hein. C'est bon, on va pas se mentir. Moi, je recommande à toutes les personnes qui veulent investir, qui veulent s'installer en Turquie, c'est de venir avec un business plan en tête. Il faut qu'ils aient un projet de créer leur entreprise, parce qu'on peut créer ces entreprises en Turquie, c'est très facile, ça coûte pas très cher. On peut créer ces sociétés, des sociétés qui nous ouvrent des opportunités incroyables. C'est combien Donc, pour votre société, là? la première solution. Ça, c'est pour ceux qui ont de l'argent de côté. Parce que quand tu as de l'argent de côté, tu peux te permettre de ne pas travailler pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, tu parcours le pays, tu cherches les opportunités, etc. La deuxième, c'est moi celle que j'ai choisie, c'est de travailler en auto-entrepreneur. De travailler en auto-entrepreneur, surtout que maintenant, on sait que le domaine de l'informatique, c'est des domaines qui sont très prisés. Tous les métiers du numérique, hein. Moi, par exemple, je suis rédacteur web en Turquie. C'est pas ma formation. À la base, je suis historien, je faisais des cours d'histoire. Mais bon, faire des cours d'histoire en Turquie, ben, ça va pas remplir le frigo. Donc, comme je suis assez doué en écriture, j'utilise ces talents-là. Et j'ai travaillé avec la France. Je travaille avec la France tout simplement, mais j'ai aussi la possibilité de travailler avec le Canada. J'ai des amis qui font la même chose que moi. Eux travaillent avec l'Angleterre, avec les États-Unis. Donc il faut soit avoir l'idée de monter un business et avoir de l'argent de côté, soit être dans les métiers du numérique. Je vois pas d'autre solution. Il y a une troisième solution qui est possible. J'ai des amis qui sont sur ça d'ailleurs, qui font ça aussi. C'est avec l'argent que tu as mis de côté, tu achètes des terres et tu fais planter, tu vis de tes terres. Ça, c'est possible en Turquie. C'est possible. On peut acheter des hectares pour pas très cher. Faut savoir que l'État turc qui subventionne, hein, les plantations. Donc, si tu plantes un noyer,
si tu plantes un noyer, 50% de ce que tu as déboursé, ça sera remboursé par l'État turc. Donc tu achètes 3 hectares, tu fais planter 3 hectares de noyer, ben ça t'a coûté qu'un hectare et demi en fait. Et en sachant que les noyers, par exemple, à partir de 4 ou 7 ans, je sais plus, moi c'est pas moi qui suis dans ce domaine. Mais en tout cas, à partir de 4 ans, ça donne ses premiers fruits. À partir de 7 ans, tu commences à avoir des bonnes récoltes. Et après, tu vides de ça. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Ça, moi, c'est les 3 grandes pistes que je vois. C'est les 3 grandes pistes que je vois. Parce que en termes d'opportunités sur place, si tu viens avec une mentalité, je vais trouver un travail, je vais trouver un patron. Ici, c'est pas la France. Le code du travail, c'est pas le code de travail de la France. Ici, c'est un pays qui est très libéral. Donc les salariés, s'ils apportent pas une valeur à l'entreprise, ben ils sont sous-payés tout simplement. Ils sont payés, En plus, sous-payés. J'ai envie. j'ai entendu que les employeurs, là-bas, ils ont une loi spéciale. Ils ne peuvent pas prendre des étrangers comme ça. Il faut une raison spéciale pour prendre un étranger. Exactement, exactement. En plus, il y a un protectionnisme parce que en Turquie, il y a quand même du chômage, mine de rien. Alors nous, chez nous, là où j'habite, il n'y a pas de chômage. On nous appelle la ville où il n'y a pas de chômage. C'est vrai, hein. Il y a des usines partout. On a parmi les plus grands industriels de Turquie viennent de là où j'habite. Donc chez nous, on n'a pas de chômage, mais en Turquie, il y a du chômage. Et donc, ben, pour favoriser les Turcs aux non-turcs, il y a une règle qu'on appelle la règle du 5 pour 1. C'est-à-dire que pour embaucher un étranger, eh ben, il faut embaucher, il faut qu'il y ait l'équivalent de 5 Turcs derrière. Alors, très concrètement, hein, ça, cette règle, c'est une règle officielle. Mais après, on sait très bien que, par exemple, à Istanbul, dans les ateliers textiles, etc., on sait très bien que il y a pas un Syrien pour 5 Turcs, ça, on le sait très bien. Mais après, les Syriens, ils sont pas payés comme ils devraient être payés aussi. Donc, c'est un pays qui est libéral, et mais vous avez la possibilité de créer vos entreprises. Et ça, c'est très important. On vous casse pas la tête. Créer une entreprise, ça dure, c'est quelques papiers à signer, et basta. Et Basta. la C'est pas, création c'est pas d'entreprise, ça donne la carte grise, ça donne la carte de résidence. Non, il faut avoir la carte de résidence et créer son entreprise après. On peut pas D'accord. faire à l'envers. Voilà, on peut pas faire à l'envers. Tu fais ta carte de résidence, tu crées ton entreprise, et Tu crées et ta carte après, de résidence sur quelle base? en Turquie, c'est très simple c'est très simple. Il suffit donc il y a un formulaire à remplir. Il faut justifier d'avoir 5 000 $ à l'année. Donc ils vont demander un extrait de compte bancaire sur lequel ils vont analyser sur un an ce qui est rentré, ce qui est sorti. Il faut que tu sois capable de justifier que les 12 derniers mois, tu rentrais de l'argent. Ils le demandent pas tout le temps, mais ils peuvent le demander. Turc, hein. Hein? Un compte turc. Pas forcément, pas forcément. En turc, c'est mieux, mais pas forcément. Ensuite, ils demandent une attestation de domicile qui est notariée. Donc, si tu es hébergé, ben, c'est une attestation d'hébergement, ça s'appelle taahhütname. Si tu es locataire, ben, c'est le kiras sözleşmesi, donc c'est l'acte de location. Si tu es propriétaire, eh ben, il n'y a pas à discuter, tu es propriétaire. Quelqu'un qui est propriétaire, de facto, on lui donne parce qu'il est propriétaire. Par contre, propriétaire d'un bien immobilier, pas d'un terrain. Si tu achètes un terrain, mais il n'y a pas de maison, il n'y a pas dessus, pas. Donc, une habitation. D'accord. Ok. Donc là, il y avait des questions. Attends, je vais les mettre. Mais Et... c'est pas compliqué comme démarche. Ah, après, ce qui est compliqué, c'est que nous, comment dire, quand on fait des démarches, on a une vision française. C'est normal, on est français à la base. Par exemple, quand tu fais ta demande de registre d'immigration, et il faut pas que, il faut que tu mettes touriste. Parce qu'en fait, touriste, dans notre tête, ça veut dire quelqu'un qui fait du tourisme. Mais en fait, touriste, en Turquie, ça veut dire que t'es pas un retraité, t'es pas là pour le travail, t'es pas un étudiant, ben t'es un touriste. Voilà. Donc c'est, parce que moi, quand au début, il m'a dit touriste, je me dis, je suis pas un touriste. Ouais, Il m'a dit, tu travailles. J'ai dit, non, t'es moi, étudiant. pour c'est ceux qui vont faire des Non, vacances. t'es un touriste. Voilà. C'est que ça, il faut comprendre, en fait. Là, tu as une question qui s'affiche. Acheter une petite maison en campagne, quel budget à peu près? Il y a tous les budgets. Franchement, il y a tous les budgets. Une petite maison en campagne,
on peut trouver à partir de 15 000 euros. Hein. À partir de 15 000 euros. Mais après, c'est la campagne. Hein. C'est la campagne. C'est la campagne. Mais ouais, 15 000 euros, tu trouves. Ça, ça serait un truc aussi. La plupart des choses, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font construire eux-mêmes. Quand on fait construire, le coût de construction en Turquie, il faut compter environ 1500 TL le mètre carré. Ça veut dire, non, 3500, entre 2500 et 3500. 2500, c'est moyenne gamme. Ça veut dire, il faut compter 250 euros le mètre carré pour de la construction. Ça veut dire, en gros, si tu fais une maison de 100 mètres carrés, ben, ça te fait 250 fois 25 euros. 25 000 euros. T'as 250. Attends, je m'embrouille là, je m'embrouille. 2500. Avec le terrain compris, avec le terrain compris. Ça, Avec le terrain. c'est pas Istanbul, ça. Non, ça c'est le prix moyen. C'est le prix moyen. C'est les terrains. En fait, en Turquie, construire, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est les terrains. Istanbul, c'est hors de prix. Istanbul, c'est hors de prix. Moi, je vous déconseille de vous installer à Istanbul. Vraiment, je vous déconseille. Parce que Istanbul, c'est bien pour visiter, c'est bien pour passer un week-end, etc. Mais vivre, c'est compliqué, hein. Parce qu'il y a 16 millions d'habitants, c'est plus que Paris. Il y a une pression qui est énorme. Si tu veux aller si tu veux traverser toute la ville, tu en as pour 5 heures de transport en commun, malgré qu'elle est très très bien desservie, hein. Si tu prends ta voiture, tu as les embouteillages. Personnellement, c'est pas une ville à vivre. Moi, c'est une ville que je déconseille. Les loyers sont très chers. J'ai un ami qui s'est installé il y a 3 mois, il s'est installé à Istanbul. Bon, il s'est mis dans un quartier un peu huppé aussi. Il a 17 000 TL de loyer. C'est pas mieux pour le business aussi, Istanbul? Comment? Pour le business, pour les entreprises, l'industrie, ceux qui veulent investir, etc. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais moi, ce que je recommande, c'est qu'en fait, Istanbul, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de grandes villes à côté. Il y a beaucoup de villes, par exemple, Bursa, tu peux habiter à Bursa. En 1 heure, tu es à Istanbul. Et avec le stress d'Istanbul en moins. Parce que quand tu fais du business, généralement, les gens ils font l'import-export. Tu n'as pas besoin d'être tous les jours sur place à Istanbul. Tu as besoin d'y aller quand tu as un fournisseur, quand tu as un client. Une fois que tu as tes entrées, que tu sais où il faut aller, quand il faut aller, et avec qui il faut aller, tu n'as pas besoin d'être là-bas tout le temps. Donc, savoir qu'il y a 81 aéroports en Turquie, 81. Et ils sont tous reliés à Istanbul. Moi, par exemple, là, je suis chez moi. Je prends un avion, 55 minutes plus tard, je suis à Istanbul. Et il y a 3 vols quotidiens, même 4. Et c'est pareil pour toutes les villes de la Turquie, en fait. Donc, c'est pas. Moi, je donne un exemple. Hein. La ville où j'habite s'appelle Pamukkale. Pamukkale Denizli, c'est là où il y a les trucs blancs, les rochers blancs, vous savez, avec ça fait des genres de cascades, des travertins. C'est connu hein, en Turquie. On a parmi les plus grosses fortunes, parmi les plus grosses businessmen. Vestel, la marque Vestel, ceux qui font les télés. Une télé sur 3 en Europe, elle est fabriquée par un gars de ma ville. Et le mec, il est à Istanbul que quand il faut faire des affaires. Ses usines, elles sont ici, sa famille, elle est là. Bon, elles sont pas ici, elles sont à 100 km, mais ils sont dans la région. Et quand on fait du business, voilà, t'as pas besoin d'être 24 heures sur 24 à Istanbul pour faire. C'est pareil que Paris, hein, mais Istanbul, les grandes fortunes aussi, ils sont à Paris pour faire des événements, sinon après, la plupart des habitants en Provence, en Alpes, on entend mal, il y a de l'écho, j'ai pas entendu. J'ai dit c'est pareil que les grosses provinces les grosses fortunes de France. Ouais, voilà, c'est comme ça. Moi, par exemple, je fais du business avec Istanbul. Voilà, je suis allé plusieurs fois, j'ai rencontré personne. Maintenant, je le fais à distance, j'ai même pas besoin d'y aller. Parce qu'il y a des mécanismes qui sont en place. Donc après, une fois que les mécanismes, on est au 21e siècle maintenant, il n'y a plus besoin de se déplacer pour voir s'il y a bien ci, s'il y a bien ça. Donc c'est bien. Là, t'as une question là. Ah ouais, pour les appartements, faire attention à l'antisismique quand on loue. Alors tout ce qui a été construit avant 2000, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que en 99, il y a eu un grand tremblement de terre. C'était un des plus grands tremblements de terre d'ailleurs que la Turquie a connu. Il y a eu 20 000 morts, je crois. Et depuis cette date-là, donc il y a eu il y a eu des normes antisismiques draconiennes. Et on le voit à n'importe quel bâtiment qui est construit.
ils respectent les normes antisismiques. Vous savez, ils font des prélèvements, à chaque coulée de béton, ils font des prélèvements, etc. Donc, tout ce qui est construit après 2000, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est construit avant 2000, effectivement, il faut se méfier. Il faut se méfier. Et... Dans tous les cas, en Turquie, il y a ce qu'on appelle, comment ils appellent ça? Le DASK. Il y a une taxe obligatoire pour tous les logements. C'est la taxe pour les propriétaires seulement. C'est la taxe pour les tremblements de terre. C'est une taxe d'assurance, en fait. Il y a une caisse, voilà, c'est une caisse qui est tremblement de terre. Parce qu'il y a des tremblements de terre partout en Turquie, il ne faut pas croire. Hein. Ah ouais. Moi, par exemple, depuis que je suis ici, bon, on les compte plus. Hein, je dois être au 30e ou je ne sais plus. Le mois dernier, on s'en est pris à trois jours, pendant 3 jours. Lundi, on avait un, mardi, on avait un, mercredi, on avait un. Mais on est habitué, c'est normal ici. C'est normal, la terre, elle bouge. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Vous le ressentez beaucoup? Non, ils sont petits, c'est des 4, 5. Ça- Moi, le plus gros que j'ai ressenti ici, bon, celui-là, je l'ai ressenti, mais aussi, j'étais en haut d'une tour. J'étais au 10e étage. Donc, j'étais au travail dans une tour. Et ouais, quand on se prend un 5-7 sur l'échelle de Richter et que tu commences à voir la porte qui s'ouvre, le paysage qui bouge, ouais, c'est assez impressionnant. Mais la plupart des constructions, c'est des bâtiments de 4-5 étages. Ça tremble rapidement, tu vois le canapé qui bouge un peu, et puis c'est tout, quoi. Ça dure 10 secondes, les gamins, ça les fait rire, et puis c'est bon. Hein. c'est c'est passé. Là, tu as une question intéressante, Euh, là. Obtenir la nationalité turque, est-ce nécessaire si français? j'ai pas compris, est-ce nécessaire si français? D'obtenir la nationalité turque, est-ce que c'est nécessaire si on est français? Ben, après, chacun, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'attention de chacun, ça dépend du projet de chacun. Il y a des personnes, par exemple, qui ont juste être envie en Turquie pour être en Turquie, mais ils se sentent pas forcément liés à la culture turque. Donc eux, ils n'ont pas besoin d'avoir la nationalité turque. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui sont dans d'autres projets, qui veulent vraiment s'ancrer dans le pays, rester tout le temps. Bah oui, eux, c'est mieux qu'il est, parce que faut savoir que la Turquie, c'est un pays qui est nationaliste. Euh, pas nationaliste pas dans le sens raciste ou mépris, mais dans le sens où elle accordera toujours euh, des privilèges à ses citoyens qu'elle n'accordera pas aux autres. Je donne un exemple, en Turquie, il y a des allocations familiales, ça existe, mais si tu n'es pas turc, tu n'as pas le droit. En Turquie, tu as droit à certaines choses, mais si tu n'es pas turc, tu n'as pas le droit. Alors, si tu as la carte de séjour, tu peux y avoir droit sous certaines conditions, mais il y a très clairement Préférence nationale. ouais, voilà. Après, la Turquie, c'est pas un pays raciste. Hein, le fait de pas avoir la nationalité, ça t'empêchera jamais de faire du business, ça t'empêchera jamais de rentrer dans certains endroits. Mais par exemple, moi, je trouve que c'est mieux de faire la nationalité turque si on se sent lié à l'histoire d'un pays, c'est mieux. Parce en fin de compte, ça veut dire quoi la nationalité? Pour revenir à la théorie de la nationalité. La nationalité, ça veut dire que c'est un rapport à la base, c'est un rapport de souveraineté avec un État. Quand tu vis en Turquie, tu payes des impôts en Turquie, bah, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu es lié à ce pays-là. Donc, au bout d'un moment, c'est normal d'être ressortissant de ce pays-là. Tu vois, par exemple, la retraite, si tu es pas, parce que je cherchais un avantage, mais je cherchais plus. Parmi les différences entre le turc et le non-turc, un non-turc, il peut pas être retraité en Turquie. En France, c'est possible. Par exemple, quelqu'un, il vient de Guinée, il vient du Cameroun, il vient d'où il veut, il travaille en France et il peut toucher une retraite française. Mais en Turquie, tu viens travailler. C'est pas un pays d'immigration économique, hein, la Turquie. Donc, tu viens, tu fais ta vie en Turquie, mais t'es pas turc, tu n'auras pas la retraite. Donc, après, voilà, la Turquie, c'est pas la France, hein. En Turquie, même si tu obtiens la nationalité à 55 ans, à 63 ans, tu seras à la retraite. Donc, même si tu as cotisé que 8 ans, tu seras à la retraite. C'est pas comme en France. Il y a les avantages, il y a les inconvénients. Moi, je trouve qu'il y a plus d'avantages aux Turcs que des Et Palais. comment tu l'obtiens la nationalité? Il y a plusieurs processus. Le premier, c'est le plus courant, donc il faut rester 5 ans. Il faut rester 5 ans. Quand tu restes 5 ans, tu fais une demande. Après, il y a une commission qui passe, qui discute avec toi pourquoi tu veux être turc, etc. Et après, il te donne la nationalité turque. La deuxième solution, c'est d'investir 250 000 dollars.
Si tu achètes un bien immobilier pour 250 000 dollars, tu peux obtenir la nationalité turque. La troisième, c'est déposer 500 000 dollars dans un compte en banque pendant un an. Si tu déposes 500 000 dollars sur un compte en banque pendant un an, tu peux demander la nationalité turque. La quatrième, c'est le mariage. C'est le mariage. C'est-à-dire quelqu'un, il est marié avec une Turque, il peut demander la nationalité turque. Et c'est ça à peu près les. Après, il y a aussi d'autres, mais c'est voilà. Si par exemple quelqu'un il a rendu un service à l'État. Par exemple, moi je connais quelqu'un, il a fait beaucoup économiquement pour la Turquie. Quand il y avait une attaque contre la monnaie, c'était en 2010, en 2016. Il a changé énormément d'argent pour inciter les gens à faire ça, pour monter. Parce qu'il y avait une attaque américaine contre la monnaie turque. Et du coup, il a été remarqué et il a été remercié par un ministre. Et le ministre l'a pistonné et il a obtenu la nationalité turque. Ça, c'est C'est possible aussi. Mourad. Oui, c'est Mourad, c'est ça. C'est Mourad. Exactement. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi Doudou Jacques Fati. Doudou Jacques Fati, il l'a obtenu comme ça aussi. Ah, il a fait comme ça. Et ouais, c'est pour ça, la Turquie, d'un côté, elle est nationaliste, mais elle est reconnaissante. Si tu fais des choses pour la nation, voilà, il n'y a pas de problème. Globalement, le seul inconvénient quand on n'est pas turc, globalement, c'est juste la retraite. D'accord. Sinon, il y a à peu près pareil. Il y a pas, moi, j'ai pas vu de différence. Au niveau de la santé, parce que ça, c'est un gros problème dans tout le Non, alors monde. En Turquie, on a un système de santé qui est très très performant, alhamdoulilah. Alors, il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, c'est pas comme en France. Tu vois, en France, chacun il a sa chambre. Le docteur, tu vois comment ça, chaque docteur il a son truc, il prend 30 minutes pour un patient. Ça c'est la forme en France. En Turquie, ils ont pas le temps, tu vois. En Turquie, tu rentres, tu s'inscris, tu rentres directement dans la salle d'opération. Dans la salle d'opération, tu sais, il y a des séparations avec des espèces de rideaux stériles là, tu vois. Tu vois un gars, il s'est fait écraser sur la route. Parce que voilà, le médecin, il bosse. Il n'a pas le temps de rester comme ça, de sortir, de perdre du temps, aller l'autre, machin, tu vois. Il est là, tac, il recoue un tel, après, va tel. Donc, d'un point de vue de la forme, c'est pas comme la France, mais c'est très performant, alhamdoulilah, et c'est très rapide aussi. Moi, par exemple, j'ai jamais passé plus de 20 minutes aux urgences. Tu viens, bon, la première fois que je suis allé aux urgences, c'était ben, l'été où ma famille est arrivée. J'ai un gamin, il s'est pris un truc en fer dans l'arcade. Donc l'arcade ouverte, commence à saigner. On est allé aux urgences. 15 minutes après, il était recousu. Hein. Allez, 20 minutes. Mais Entre le en moment termes de où... coût, en termes de coût, Ah, en matière de coût. Alors, en matière de coût, eh ben, de toute façon, quand tu viens en Turquie, on va te demander de payer ta sécurité sociale. d'accord. C'est-à-dire, quand tu vas faire ta demande pour rester, il faudra que tu payes ta sécurité sociale. Ça coûte pas cher, hein. Ça doit coûter, combien ça coûte? 353. Ouais, ça coûte 35 euros par an. 35 euros par an. Pour les moins chers, hein. Après, bien sûr, c'est comme le système de santé, c'est partout pareil. Plus tu payes cher, plus ta mutuelle, elle te permet de faire des trucs. Mais en tout cas, ce qu'on appelle les SGK, les CCK, oh là là, je perds mes mots. Les, la sécurité sociale de base, ça te coûtera 35 euros à l'année par personne. Et avec ça, voilà, donc tu vas avancer les frais, mais après tu seras remboursé, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bien. Alors. En tout cas, Ouais, ouais, après, il y a une solution, je sais qu'il y en a qui font ça. Moi, je la conseille pas. Il y en a, ils s'inscrivent à la CFE. La CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger. Donc c'est comme l'URSSAF, mais c'est l'URSSAF à l'étranger. C'est très cher, mais en termes de prestations, les gens se plaignent pas. Ils sont bien remboursés dans les délais, etc. Et moi, ce que je recommande aux gens qui sont ici, c'est de prendre une bonne mutuelle. En plus, il y a des mutuelles halal ici en Turquie. Et donc, il faut en profiter. Hein. Et voilà. Il y a une question, est-ce que c'est faisable pour une femme seule avec deux enfants? De manière générale, partout dans le monde, une femme seule, c'est compliqué. Ça, c'est une règle générale. Hein. On est d'accord. Hein. oh, d'accord. Euh, Toi, t'as pas dans d'homme tous avec les toi, pays. c'est pas facile. Ah oui, c'est une femme seule, tout seul avec deux enfants. Partout où elle va, c'est compliqué parce que elle doit assumer le rôle du père et de la mère. Donc déjà ça, c'est compliqué. Puis en plus, quand c'est dans un pays étranger, on ne connaît pas forcément la langue, on ne connaît pas forcément les codes. Ça peut être doublement compliqué. Donc
c'est un pays où la femme seule, elle sera beaucoup moins inquiétée qu'ailleurs. Parce qu'il y a des pays, par exemple, dans le monde musulman, où une femme seule, c'est même pas la peine. Bah, par exemple, l'Égypte. Hein. Moi, par exemple, une femme seule en Égypte, on sait très bien que c'est, elle sort pas, hein. Elle sort pas, ou alors elle se marie, parce que sinon, ça va être trop compliqué pour elle. Euh, non, globalement, les femmes en Turquie, elles sont pas agressées. Alhamdulillah, moi, j'ai mon épouse qui sort dehors, elle s'est jamais fait embêter, elle s'est jamais fait siffler, elle s'est jamais fait embêter quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de problème. En Turquie, il y a un respect de la femme. Ça, c'est vrai. Hein. En Turquie, si tu frappes une femme en public, les gens, ils arrivent, ils te tapent toi. Non, c'est vrai. Hein. Voilà, il y a plusieurs vidéos qui ont tourné comme ça sur les réseaux sociaux. Mais si on le voit, ici, un homme qui maltraite une femme, il est mal vu. Il est mal vu. On le considère comme un. Et, il, il risque d'aller en prison déjà. Et quand il va en prison, il risque de se faire taper et tout. Hein. C'est mal vu ici de comprendre aux femmes. Protège la femme. Ah ben ouais, ils font attention. D'ailleurs, même par exemple, parce que des fois on entend des rumeurs, ouais, les Turcs qui sont racistes avec les Syriens, euh, parce que bon, il y a quand même 5 millions de Syriens en Turquie. Moi, quand je parle avec tous les Turcs que je rencontre, quand on parle de ce sujet, ils disent nous, on s'en fiche des Syriens, c'est pas grave. Mais au contraire, qu'on prend leurs femmes, qu'on prend leurs vieux, leurs enfants, qu'on les protège, c'est notre honneur. Nous, ce qui nous dérange, c'est que c'est les jeunes. Pourquoi ils vont pas défendre leur pays? Pourquoi ils restent là? Mais leurs femmes, elles peuvent rester aussi en sécurité. Ça nous dérange pas. On protège leur famille, on protège leurs enfants. Mais vous, allez faire quelque chose pour votre pays, ça, on le comprend pas. Voilà, c'est pour dire il y a un respect de la femme. Il y a un respect de la femme en Turquie. Ça, c'est indéniable. C'est une question là. Faut-il être vacciné pour aller en Turquie? Non, pas forcément. En Turquie, le vaccin, il n'est pas obligatoire. Il est obligatoire que pour certains fonctionnaires. Donc, c'était pour les profs dans les écoles et pour puis le personnel traitant. Mais sinon, non, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Non, il n'y a pas besoin. Si vous voulez venir en Turquie, il faut un test PCR et un motif impérieux. Le motif impérieux, on peut vous fournir. Est-ce une nécessité de parler turc pour travailler? Alors, ben, je reviens à ce que j'ai dit avant. Euh, il faut pas venir en Turquie pour travailler. Hein. Celui qui veut venir en Turquie pour travailler, il va galérer. Faut monter son business, tout simplement. Ah, mais Après, si une personne, elle monte son business, les interactions avec les Turcs, il n'y a pas de problème. Les Turcs, c'est un peuple qui fait dans le business. Tu as juste à apprendre les chiffres et ça va tout seul. Tu lui dis ça, tu lui dis, je veux 1 million de ça, combien ça coûte? Il y a 30 mois, il y a 30 mots à apprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000. Et après, combien? Livraison, délai, et c'est tout. Ah oui. quelle ville, quel quartier conseiller pour les écoles et apprendre le dîme. Alors, dans toute la Turquie, on a ce qu'on appelle les imamatifs. Les imamatifs, c'est des écoles de formation d'imams. Enfin, à la base, c'était pour former les imams, mais après, avec le temps, c'est devenu les écoles où les gens conservateurs y mettent leurs enfants. Donc, il y en a partout, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. De manière générale, il y a des régions où je recommande de ne pas s'installer. Si vous allez, par exemple, dans la région d'Izmir, tout ça, Antalya, moi, j'hésiterais à m'installer là-bas si j'ai des enfants. Hein. Parce que la plage toute la journée, une économie touristique, les voitures décapotables, mais les femmes décapotables aussi, vous voyez ce que je veux dire. C'est les hommes aussi, hein, attention, hein. C'est les humains décapotables, en fait. C'est moi je suis un peu réticent à l'idée de m'installer là-bas. Par contre, à l'intérieur du pays, c'est très très bien. Dès qu'on s'approche dans les terres, c'est bien de toute façon, mais sinon, ce genre d'école, il y en a partout. Il n'y a pas des quartiers musulmans, des quartiers pas musulmans, ça c'est en Turquie, tout le monde est mélangé. Alors ça peut être vrai, c'est vrai dans certaines villes où comment ça s'appelle? Ça peut être vrai dans certaines villes en fait. Dans certaines villes, il peut y avoir ce phénomène, mais globalement, les gens ils sont mélangés. C'est vrai qu'il y a des quartiers, il faut pas aller. Et il y a des quartiers, il y a des villages par exemple. Les gens ils sont connus pour être bah, des buveurs,
etc. Ben là, il faut pas aller, c'est certain. Mais après, comme je vous dis, c'est pour ça, avant de s'installer quelque part, il faut faire le tour. Il faut pas aller à l'aventure, je pose ma tente ici et puis je regarde après. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, pour apprendre le din, eh ben, il y a, ben, pour les enfants, je l'ai dit. Après, il y a beaucoup ce qu'on appelle les dergas en Turquie. C'est des endroits où les gens ils se réunissent pour parler de religion. Ça, il y en a beaucoup. Après, ça, tu l'apprends sur place, tu le connais sur place. Moi, je peux pas vous dire, hein, je suis pas le guide Michelin de la Turquie. C'est quand tu vas sur place, tu cherches et après tu trouves, quoi. En Ça a arabe, coupé, je crois. Peut-on apprendre l'arabe en Turquie? Oui, on peut, bien sûr. Bah moi, mes gamins, ils ont des cours d'arabe dans leur école. Alors, c'est pas de grande qualité, bien sûr, mais ils apprennent l'arabe. Faut pas oublier qu'il y a comment on appelle ça, pas tous, mais une grande partie des savants syriens qui sont en Turquie maintenant. Ils ont ouvert des instituts, il y a des instituts. Il y a des instituts aussi qui sont tenus par des Turcs, mais c'est en langue arabe, notamment IFAM, IFAM. Il y a des cursus d'études en langue arabe en Turquie. Oui, oui, il y en a. Et ça a amené à se développer. Déjà, il faut savoir qu'avant la crise syrienne, il y avait déjà 2 millions d'Arabes en Turquie, hein. La Turquie, c'est ça que j'aime bien dans la Turquie, c'est que c'est un il y peuple. a une région, il y a une région de la Turquie qui parle arabe, même, vers la Syrie, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, la Turquie, tu sais, les gens ils pensent que c'est turc, tout le monde est pareil, c'est les Turcs. Non, les Turcs, c'est un mélange de 73 ethnies différentes. Donc on a des Turcs, on a des Turkmènes, c'est-à-dire des gens comment on appelle ça, c'est comme les Bédouins, mais les Bédouins turcs, quoi. On a ces gens-là. On a des Laz. Les Laz, c'est la région de la mer Noire. On a les Gourjous. Les Gourjous, c'est les Géorgiens musulmans. On a les Abkhazes. On a tous les descendants des peuples des Balkans, qui sont quand même plus de 5 millions en Turquie. Euh, on a tous ces gens-là. On a les Kurdes aussi, évidemment, très connus. On a les descendants des Arméniens qui sont rentrés dans l'islam. Je pas oublier qu'avant, l'Arménie, c'était grand. Aujourd'hui, l'Arménie, c'est petit. Alors, ils sont là à dire, ouais, ils nous ont génocidés. Mais non. C'est aussi pendant 300 ans, vous êtes rentrés dans l'islam, les mecs. Il y a ça aussi. Donc, ça, il faut le comprendre. Et il y a aussi 2 millions d'Arabes. Et effectivement, dans les régions frontalières, donc la région du Hatay, Gaziantep, dans une moindre mesure jusqu'à Chir. Mais il y avait 2 millions d'Arabes. Moi, par exemple, je rencontre très fréquemment des Arabes de cette région. Ils sont arabes, hein, ils parlent arabe, ils revendiquent leur arabité. Mais ils te disent, attention, hein, nous on est des Arabes, mais on est des Turcs, on n'est pas des Irakiens, hein. Moi, une fois, j'étais aux Émirats Arabes Unis, j'ai rencontré un Turc qui parlait arabe, il venait de cette région-là. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et la particularité des Arabes de cette région, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont d'origine égyptienne. Mmh. C'est-à-dire, leurs descendants viennent d'Égypte, en fait, à la base. Ça, c'est une de leurs particularités. Et ils parlent encore l'arabe. C'est ça, et ça, c'est bien. Ça veut dire 100 ans après que la Turquie, c'est devenu la Turquie. Avant, c'était l'Empire ottoman. Ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs coutumes. Ils ont gardé la polygamie, d'ailleurs. Ils se marient 2 fois dans la région là-bas. C'est courant chez eux. En Turquie, par exemple, tu vas à Istanbul, tu vas à Antalya, tu vas partout ailleurs. Avoir 2 femmes, c'est mal vu un peu. C'est plus dans les coutumes, tu vois. Mais là-bas, ils ont gardé la coutume. Ils ont 2 femmes, c'est normal. C'est... Elle où ta deuxième maman? Ouais, elle est partie au marché. C'est Et courant là-bas. d'ailleurs, il y avait un frère, il a posé une bonne question. Il a demandé, c'est facile d'envoyer des colis de Turquie vers la France ou l'Europe. Est-ce que c'est cher? Oui, c'est très facile. C'est très très facile. Déjà, il y a les PTT, donc l'équivalent de la Poste en France, hein, donc eux, ils envoient. Il y a aussi de nombreuses compagnies, hein, Yugdishi, Mennege Cargo, tout ça, etc. Il y a de nombreuses compagnies, il y a de messageries, c'est comme ça qu'on appelle, qui envoient, bien sûr. Attends, le live, il va couper. On reprend tout de suite, Inch'Allah. Ça dure 1 heure. Ah, d'accord. Alors,